Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Nollet. Bonjour. Bonjour. Député fédéral écolo, et on vous connaît par vos interpellations à la Chambre. Et d'ailleurs, cet après-midi, vous allez interpeller le ministre de l'Intérieur, Yann Liambón, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur la situation de la sécurité de nos centrales nucléaires. Alors, tout d'abord, on a appris ce matin dans les journaux Sud Presse que dans les centrales nucléaires, il y avait le Wi-Fi. Et donc, c'était assez facile, finalement, de risquer des intrusions de gens qui pourraient carrément saboter des centrales nucléaires comme cela. Effectivement, c'est une information assez interpellante que le groupe Sud Presse délivre ce matin, parce que j'avais déjà interrogé le ministre Yann Liambón sur le fait que nos centrales nucléaires devaient être des lieux très sécurisés. Et qu'une des manières de les sécuriser, c'est qu'il n'y ait pas d'accès Wi-Fi pour qu'il ne puisse pas y avoir de cyberattaques de l'extérieur vers les ordinateurs de la centrale, ou bien même à l'intérieur de la centrale, vers les parties les plus sensibles de la centrale nucléaire. Et il s'était constamment réfugié derrière le fait que pour lui, un, il n'y avait pas de problème, et que deux, il ne pouvait pas en dire plus parce que c'était confidentiel. C'est un petit peu le problème, hein. Quand j'interroge le ministre Yann Liambón, en général sur la sécurité nucléaire, il se réfugie toujours derrière la confidentialité. Mais à un moment, et on l'a vu ces jours-ci avec les informations qui sont sorties, la sécurité des citoyens pâtit. Elle souffre de cette absence d'information et de transparence due à la prétendue confidentialité nécessaire. Alors oui, il y a quelques jours, vous avez sorti un audit interne assez inquiétant d'Electrabel, un audit qui date de 2015, avec effectivement plein de règles internes qui n'étaient finalement pas respectées. Electrabel a dit « ne vous inquiétez pas », là aussi en disant « on a tout réparé », mais il y a quand même des choses où vous restez très très prudent là-dessus. Vous êtes inquiet ? Rappelons quand même ce que dit cet audit. Cet audit relève 26 manquements importants par rapport aux enjeux de cybersécurité, donc de sécurité informatique. Il y a des documents qui devraient être confidentiels qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui ont accès à des documents alors qu'elles ne devraient pas avoir accès aux documents. Il y a des fichiers qui ne sont pas mis à jour. Par exemple, des personnes qui ne travaillent plus chez Electrabel ou plus dans tel département et qui sont toujours en accès libre parce que elles sont dans le fichier encore répertoriées comme étant encore dans l'entreprise. Il y a aussi, figurez-vous, des documents qui ont circulé chez un sous-traitant de sous-traitant à l'insu même d'Electrabel. Et ces documents, ce sont des plans de site security. Donc en informatique, c'est pas rien, ça donne des accès possibles aussi. Tout ça, effectivement, est, comme vous le dites, particulièrement inquiétant. Et ce qui est particulier, c'est que la réponse d'Electrabel hier, c'était de dire « Oui, ok, c'est juste. Ce que M. Nollet dit, l'audit, il est vrai. » existe. Ouais. L'audit existe. Ils l'ont validé. Ça, c'est clair. Et c'est un audit interne, effectivement. Mais ils disent en même temps, mais vous inquiétez pas. Tout a été réparé, tout est sous contrôle. Maintenant, il n'y a plus de problème. Et aujourd'hui, que découvre-t-on, en fait, que sur le Darknet, qui est la partie sombre d'Internet, sur le Darknet circulent ni plus ni moins que les plans de la centrale de Tihange. Alors là, moi, j'interpelle directement Electrabel. Votre discours qui se veut à chaque fois rassurant, ça ne va plus, ça ne passe plus. On voudrait bien être rassuré, bien entendu. Tout le monde recherche la sécurité en matière. Et qu'on soit pour ou contre le nucléaire, soyons bien clairs, ici, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu ici, c'est est-ce que pour les citoyens, il y a suffisamment de sécurité nucléaire? J'aimerais bien être rassuré aussi. Mais quand vous dites hier que tout va bien, tout est sous contrôle, depuis l'audit, tout a été réparé, et que le lendemain, on se rend compte qu'en fait, des plans de la centrale circulent sur Internet, là, excusez-moi, mais il y a un sérieux problème. Il y a peut-être un sérieux problème aussi que vous accédiez à tous ces documents qui sont confidentiels. Alors, attention, je n'ai pas accès à tous les documents. J'ai eu accès à un rapport d'audit. Un rapport d'audit que quelqu'un, effectivement, est venu me présenter, estimant qu'il devait jouer un rôle de lanceur d'alerte. Parce que la prise en considération par Electrabel, par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et par le gouvernement, des questions de cybersécurité n'étaient à ses yeux pas suffisantes. L'audit aurait dû servir de véritable réveil en la matière. Au-delà des points qui étaient cités dans l'audit, il fallait prendre ça en considération comme une priorité. Et manifestement, ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé aussi sur le dossier, parce que j'ai questionné
le ministre à 4 ou 5 reprises sur le dossier, mais toujours, on se réfugie derrière la confidentialité. Mais j'estime, dans ce dossier nucléaire, M. Deleu, que la loi du silence dessert la sécurité des citoyens. C'est la raison pour laquelle, avec le lanceur d'alerte, nous avons pris la décision de donner ce rapport au président de la commission sécurité nucléaire, de telle sorte qu'il soit saisi de cela et que le Parlement puisse entamer un débat sur cet enjeu fondamental. Dois-je rappeler ici, et je terminerai par là, dois-je rappeler ici que le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme estimait, il y a quelques semaines, dans les journaux de la Libre Belgique, que les centrales nucléaires belges pourraient être susceptibles d'une attaque terroriste par cyberattaque, par pénétration sur le système informatique des centrales nucléaires d'ici 5 à 10 ans. Si ça, ce n'est pas un signal suffisant pour qu'à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, vous savez, on ne les a pas encore entendus vraiment là-dessus. J'aimerais bien voir M. Benz, le responsable, le patron de l'Agence fédérale nucléaire, nous dire « Ok, on prend ça en main ». Non, la réponse qu'ils ont donnée, c'est « Oui, on va s'en occuper, mais pas avant 2017 ». Mais vous pensez qu'on peut vraiment attendre 2017 ? Beaucoup de légèreté de la part de l'agence, du ministre de l'Intérieur, d'Electrabel aussi, bien sûr. Ouais. Alors parlons maintenant de la ministre, parce que là, sur l'aspect sécurité, c'est moins sa problématique. Elle, ça va être plutôt sur l'aspect de l'énergie, des accords, de la production et des accords avec Electrabel. Alors, on a quand même l'impression qu'après avoir fait tomber Galland, écarté Jamard, est-ce que Écolo et vous essayez de vous payer le scalp de Marie-Christine Marguem? Non, absolument pas. Non. Je vais vous rassurer par rapport à ça. Non, nous, ce qui compte... Rien de personnel. Absolument. Alors, soyons très clairs. La seule chose qui compte pour Écolo, c'est un changement de cap politique. Parce que le problème, vous savez, si Marguem est remplacée par, qui sais-je, n'importe qui, mais que la politique reste la même, je serai exactement avec la même attitude au Parlement et la même critique. Parce que ce qui compte pour nous, c'est de donner un avenir énergétique pour nos enfants et nos petits-enfants. Aujourd'hui, la ministre Marguem, mais le gouvernement, en fait, Charles Michel derrière ça aussi, confie la politique énergétique dans les mains d'Electrabel. Et ça, les écologistes ne peuvent pas l'accepter. Dans les mains d'Electrabel, pourquoi ? Pour prolonger le nucléaire. On l'a vu avec Doel 1 et Doel 2. Or, des alternatives existent qui permettent non seulement d'atteindre les objectifs de Paris, la lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi de se passer progressivement du nucléaire. Et si j'en veux aujourd'hui au gouvernement, ce n'est pas pour la personnalité de Mme Marguem, vous savez, chacun a son caractère, et moi en premier, chacun a sa personnalité. Ben voilà, mais chacun a sa personnalité. Mais les orientations politiques, ça, vous pouvez compter sur ma détermination. Quel que soit le ministre, si demain ce n'est plus Marie-Christine Marguem, je continuerai à me battre avec la même énergie s'il n'y a pas un changement de cap. Alors, vous parliez du gouvernement Michel en général. Est-ce que ce gouvernement Michel est pire que le gouvernement Di Rupo ? Vous étiez dans l'opposition, vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Oui, il y a une certaine filiation. On le voit, les mesures d'exclusion des chômeurs, par exemple, ce n'est pas Charles Michel qui les a initiées, c'est Elio Di Rupo. La prolongation de Tihange 1, déjà une centrale nucléaire, c'est Elio Di Rupo aussi. Et il y a une filiation, mais disons que Charles Michel amplifie le problème. Doel 1, Doel 2. Et pour le côté des chômeurs, c'est encore beaucoup plus strict. Et maintenant, on va même toucher aux gens qui sont au CPS. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Il y a quand même une continuité donc, sur le champ socio-économique avec une amplification. Sur le champ culturel, de la conception de la société, là, il y a une rupture. Là, il faut le reconnaître, il y a une rupture. On le voit avec l'exécrable travail de Frank Ken ou de Jan Bon aussi par rapport aux enjeux de faire société. Et à Bruxelles, ici, vous le vivez bien à Bruxelles. Mais vous voyez comme ils sont populaires dans les sondages, notamment ces deux-là, Frank Ken et Jan Bon. Excusez-moi, mais si on fait de la politique exclusivement pour être populaire dans les sondages, alors je pense qu'on s'est trompé de métier. La politique est là pour aider les citoyens à créer et à gérer une société. On sait que c'est compliqué. De vivre à plusieurs millions en Belgique, c'est quelque chose de compliqué avec 2 communautés différentes, avec 3 régions, etc., etc. Le rôle du politique, c'est de trouver et de créer les conditions pour que chacun puisse vivre sa vie sur nos territoires, y compris des gens qui devant fuir les conflits armés. Il faut s'imaginer un jour ce que ça veut dire pour nous, vous comme moi, si on doit fuir notre pays. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on le fait. Quand on est accueilli dans un pays, eh bien, ils ont le droit d'être ici le temps qu'il faut, effectivement. Soit pour se déployer, on verra, soit pour prendre le temps que la guerre se termine chez eux, ce que j'espère au plus vite. Revenons sur le gouvernement et peut-être les relations avec les syndicats, les partenaires sociaux. Demain il va y avoir des grèves ciblées, il va y avoir des actions ciblées. Vous soutenez ces actions ? Je pense que ce n'est pas la meilleure manière d'agir pour l'instant, mais il faut reconnaître
que le gouvernement fait trop souvent la sourde oreille. Et il attend le moment où les syndicats feraient éventuellement la faute, la grève de trop, pour dire, eh bien, c'est fini les négociations. Alors qu'il devrait faire l'inverse. Il devrait faire l'inverse, ouvrir dès le début un large espace de négociation. Mais j'insiste sur le terme négociation. Ça ne veut pas dire que le gouvernement va juste s'expliquer, dire voici mon plan, je l'impose. Ça veut dire qu'il doit aussi accepter de modifier son plan. Et là, excusez-moi, il ne le fait pas. Et donc, je peux comprendre aussi des réactions telles que celles qu'on va vivre malheureusement demain. Mais ce qu'il faut éviter, c'est les prises au dépourvu. Ce sont les grèves sauvages comme on en a connu. Ici, demain, c'est prévu. Donc, les gens ont à s'organiser. Mais c'est évidemment pas l'idéal. C'est évidemment jamais l'idéal. Mais ici, la responsabilité du gouvernement est quand même écrasante. Il y a cette idée de plan d'investissement national que Charles Michel a lancé, qui allie fédéral et régional. Côté des régions, on a l'air intéressé. Et vous, du côté des colos ? Nous appuyons sans réserve l'idée même d'un pacte d'investissement interniveau de pouvoir. Et c'est une bonne chose. Et j'aime aussi pouvoir dire qu'il y a des bonnes choses dans les idées du Premier ministre. Il y a eu comme une sorte de profession de foi de la part de Charles Michel dans une interview au journal L'Écho, il y a quelques semaines, suite à Caterpillar, suite au traumatisme de la fermeture de cette entreprise à Charleroi. Et il a dit, nous atteignons les limites du système économique. Je pense qu'on les a déjà largement dépassés. Mais c'était positif pour moi de constater que le Premier ministre, le champ du libéralisme en Belgique, dise oui, c'est vrai que ce système-là, ce modèle-là a atteint ses limites. Et il a enchaîné en disant, et on va rejoindre, il n'a pas dit ça, mais c'est le fait, une idée que les écologistes défendaient, rappelez-vous de mon livre il n'a en pas 2008. Dit que c'était les écologistes, Mais par contre, l'idée d'un investissement dans des choix durables. Par exemple, la mobilité. Allez, à Bruxelles, combien on ne souffre pas des transports en voiture parce que la SNCB n'est pas là avec son RER. Et parce que vous n'avez jamais voulu du métro aussi. Attendez, non, ne nous trompons pas là-dessus. Regardez le nombre de gares aujourd'hui, il y en a plus d'une trentaine. Et qu'on n'utilise pas. Mais qu'on n'utilise pas. Et donc, qu'est-ce qu'on dit par rapport au métro ? Non, il faut être clair là-dessus, parce que c'est un peu trop facile. J'entends les socialistes dire, les écologistes, le métro, tout ça. On dit, les amis, ça coûtera beaucoup moins cher et ce sera beaucoup plus vite réalisé si vous utilisez l'infrastructure des trains qui existent. On peut déjà offrir une trentaine de points d'arrêt en plus. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Et vous faites des économies par ailleurs, puisque les milliards que vous voulez consacrer là-bas, vous pouvez les mettre ailleurs. Allez, soyons un peu pragmatiques en la matière. Utilisons les gares et nous aurons déjà beaucoup de plus de points d'arrêt dans Bruxelles. Et pour venir ici, j'aurais pu faire encore plus rapide qu'avec le métro. Alors, deux petites questions plus personnelles. Je l'en prie. On connaîtra aujourd'hui le verdict dans l'affaire Westphal. Alors, vous l'avez côtoyé chez Ecolo pendant de longues années. Comment avez-vous vécu à la fois ces années d'enquête, ce procès, ces révélations, toute cette médiatisation d'un procès qui concerne un député et un homme que vous avez connu ? Bien sûr. Donc là, pour moi, on sort clairement de la politique. Tout à fait. On est dans le champ d'une situation dramatique. Et je pense d'abord à la victime et à ses enfants, bien entendu, et à sa famille, ses proches. Et je dois bien vous avouer que j'ai été écœuré par tout ce qui était écrit. Et je n'arrivais plus à lire. Au début, j'essayais de comprendre, de m'interroger. Et je me suis mis dans la peau de ceux qui doivent, et c'est aujourd'hui, décider. Et je me suis dit, mais comment eux peuvent-ils garder l'esprit tranquille, calme, écouter les arguments des uns et des autres et pouvoir trancher sereinement quand on a vu un tel déballage ? Je vous le dis, je n'arrivais plus, et encore aujourd'hui, je ne suis pas arrivé à lire les pages des journaux ou à regarder à la télévision les reportages sur ce procès. Et pourtant, c'est rare, parce que j'aime bien l'actualité, je lis très souvent aussi d'autres sujets que ceux qui... C'est pas parce que c'est lui, c'est plutôt par la médiatisation de l'affaire. Oui, et peut-être quand même, allez, c'est quand même peut-être lié à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, moi, c'est quelqu'un qui a quelques années, je fréquentais régulièrement, avec qui je n'étais pas toujours d'accord, bien entendu, ça c'est normal aussi. Je pense que les deux sont un peu liés quand même dans les explications, mais je pense, je le redis, à la victime et à sa famille. En quelques secondes, on lit dans les journaux souvent, on dit que vous êtes arrogant à la Chambre, que les gens de plusieurs partis trouvent que vous êtes arrogant, que vous leur donnez des leçons, que vous les méprisez. Comment vous prenez des critiques pareilles ? Ça ne doit pas être facile. Ouf, vous savez, les critiques, c'est tout à fait normal. En politique, celui qui n'accepte pas les critiques, il doit faire un autre métier, soyons bien clairs. Mais je suis quelqu'un, en fait, qui a des convictions, qui travaille ses dossiers. Et c'est vrai que quand j'avance vers le gouvernement en séance plénière ou en commission, mais en commission, c'est un peu différent, mais surtout en séance plénière, comme cet après-midi, par exemple, j'avance mes convictions. Et j'entre quelque part dans une lutte pour convaincre les autres en face, et pas seulement pour dire ce que j'ai à dire. Mais donc ça paraît parfois un peu arrogant.
Donc voilà, c'est ça. Eh bien, j'aime beaucoup la manière dont vous le présentez. Ça peut effectivement paraître arrogant, mais j'invite tout un chacun, et je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux, à aller voir derrière le miroir qui est parfois reflété de cette image d'un Olé qui est arrogant. Parce que derrière ça, il y a tout le travail et il y a le fait qu'il faut absolument changer ce monde. Je me bats pour un monde plus juste, une terre plus verte et derrière ça, une vie plus chouette. Merci Jean-Marc Nollet. On se retrouve demain avec un autre invité. Ce sera Stéphanie Meyer qui fera l'interview. Bonne journée, bonne soirée.